Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous, le rendez-vous de cette émission spéciale que nous organisons dans le cadre du 1er mai, fête du travail. Le thème que nous abordons est intitulé Chômage, sous-emploi et mal-être professionnel. Quel lien avec l'orientation scolaire? C'est une interrogation à laquelle mes deux invités vont répondre. Pour débattre de ce thème, nous avons invité pour vous deux personnes ressources, l'une psychopédagogue, l'autre sociologue. Docteur Fillon Falonougo, bonjour. Bonjour, Monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous êtes sociologue, vous avez fait la spécialité sociologie du développement, vous êtes consultant en orientation scolaire et professionnelle, auteur de plusieurs livres, vous êtes directeur du cabinet Métamorphose, spécialisé bien sûr, entre autres, dans l'orientation scolaire et professionnelle centrée sur les capacités et ressources des personnes. C'est bien dit. C'est bien dit. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Je me retourne vers vous. Edi Kamikotor, bonjour. Bonjour Mauril, bonjour à tous. Vous êtes psychopédagogue, vous êtes expert en orientation scolaire et professionnelle. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avant donc d'aborder le sujet du jour, le thème que je vous rappelle qui est affiché devant sur votre poste téléviseur, chômage, sous-emploi et mal-être professionnel, quel lien avec l'orientation scolaire? Nous ne pouvons pas ne pas parler du travail, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, 1er mai. Je vais me tourner vers vous, docteur Falonougo. Que représente pour vous le travail et pourquoi une fête du travail? Ok, merci beaucoup, Monsieur Agua. Alors, le travail, c'est, je dirais qu'au sens large du terme, c'est toute activité de production de biens ou de services utiles à la société. D'accord. Et puisque nous sommes en train de parler par rapport au 1er mai, je vais dire en rapport au 1er mai, ça se rapproche plus de la notion d'emploi qui met en situation deux individus, une personne qui vend une compétence ou sa force de travail, d'accord, à un autre qui est propriétaire des moyens de production qui lui donne une rémunération. C'est ça. Et donc, c'est beaucoup plus ça qui est célébré ou bien qui est au cœur du 1er mai parce que c'est des travailleurs, des ouvriers, des gens qui ont l'habitude de travailler qui, à un moment donné, ont trouvé que leurs conditions de travail n'étaient pas bonnes et ont revendiqué qu'on améliore et surtout qu'on ramène la journée de travail à 8 heures par jour. Et qui sont ceux-là qui doivent célébrer la fête du travail? Habituellement, ce sont des travailleurs. D'accord. Et la thématique telle qu'elle est évoquée, ce ne sont pas les chômeurs. C'est même très intéressant en fait. Les chômeurs, c'est qui? C'est des gens qui veulent travailler, qui ne trouvent pas du travail. Donc c'est aussi bon de quand même s'arrêter, de réfléchir par rapport à leur situation. C'est des candidats au travail, c'est des candidats à l'emploi, des candidats malheureux. Oui. D'accord. Et donc, on a l'habitude de nous focaliser sur des gens qui travaillent. Concentrons-nous sur l'autre face, les gens qui veulent travailler, mais qui n'ont pas la possibilité, l'opportunité de travailler. Et c'est pour cela que je trouve la thématique très, très intéressante. Très bien, on va revenir à la thématique dans un instant. Edi Kamikotor, qu'avez-vous à ajouter? C'est la fête du travail. Le travail, est-ce que vous voulez définir le travail autrement? Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi la fête du travail autrement? Dites-nous. Je pense que je ne le dirai pas autrement. Le docteur l'a si bien défini, c'est un peu ça le travail. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir produire l'épanouissement au niveau de l'être humain, de celui qui l'exerce. La fête du travail, oui, comme il a dit aussi, la grève des cheminots, on s'en rappelle en 1894, c'est ça qui a suscité la célébration de la fête du travail. Donc c'est une journée en fait dédiée à la reconnaissance, reconnaissance à toutes ces personnes-là qui, dans une société, arrivent à contribuer au développement de par les efforts divers qu'ils fournissent. Et puis la fête du travail, je pourrais dire que c'est aussi un moment de célébration pour les travailleurs. Lorsque vous êtes dans une activité, il faille à un moment donné faire une pause
il est important de faire une pause, de remettre les pendules, voilà, de faire le bilan et de voir si les objectifs définis dès le départ, on peut toujours continuer d'aller dans cette direction. Aussi, il faut réorienter les objectifs. C'est aussi l'occasion de faire ces différentes analyses. Malheureusement, il se fait que les 1er mai chez nous et ailleurs aussi en Afrique, ce n'est pas forcément l'idéal que l'on recherche qui est célébré. Les gens se mettent ensemble, festoient et ça s'arrête là. Alors que, comme le collègue l'a dit, ça devrait être un moment de réflexion, de proposition, de force de proposition pour une meilleure ou de meilleures conditions de vie et de travail, parce que l'ouvrier ou l'employé, le travailleur qui n'est pas épanoui en son sein ne peut aucunement donner le meilleur de lui-même et impacter de ce fait la société. Et donc, ça devrait être un moment aussi de réflexion pour que l'implication des uns et des autres soit positive pour le développement et le progrès, non seulement de l'entreprise, mais aussi de la société tout entière. Docteur Fillon Falonoubo, il a évoqué une expression, épanouissement, qui n'est pas dans notre formulation, le sujet qu'on aborde, mais je pense que j'essaierai de faire un lien pour qu'on l'évoque, l'épanouissement. Alors, on comprend bien au regard de vos définitions que nous ne pouvons donc pas développer ce thème sans... Nous ne pouvons pas parler travail, chômage et tout ça, sans donc aborder la définition de ce que c'est que le travail. Si le travail n'avait pas, le mot travail n'existait pas, on n'allait pas parler de chômage, on n'allait pas parler de sous-emploi, on n'allait pas non plus parler de mal-être professionnel. Je me retourne une fois encore vers vous. Parlant du chômage, comment allons-nous définir le chômage? Alors, le chômage, on peut le définir comme la situation d'une personne qui ne travaille pas, d'accord, qui veut travailler. Elle ne travaille pas, mais elle veut travailler. Elle recherche activement un emploi, d'accord, et elle est disponible, prête. Immédiatement. Dans les 15 jours qui suivront, si on va s'en tenir à la définition de l'Organisation internationale du travail. C'est-à-dire, si elle trouvait l'emploi dans 15 jours, elle est disponible pour s'engager. Et on doit avoir la preuve que les 30 derniers jours, elle était activement à la recherche d'un emploi quelque part. Le chômage. Oui, c'est bien cela. La définition du BIT, Bureau international du travail, prend en considération 3 aspects. Les 3 ont été évoqués par M. Falonoubo. D'abord, celui qui est sans emploi durant la semaine définie, durant la semaine au cours de laquelle le constat est fait. Ensuite, la personne disponible pour travailler dans les 15 prochains jours. Ça veut dire que si on prend cette personne, on lui attribue une fonction ou bien une tâche, une mission, elle doit pouvoir répondre présente dans les 15 prochains jours. Ça veut dire que la personne est disponible pour travailler dans les 15 prochains jours. Et le troisième élément, c'est une personne qui a effectué au cours des 4 dernières semaines une démarche active de recherche d'emploi ou a trouvé un emploi qui commence dans les 3 mois qui viennent. Et parlant de démarche active, c'est par exemple quelqu'un qui a eu à consulter les offres d'emploi ou les recrutements que les journaux ont publiés. Sur les sites sur les sites, quelqu'un qui a parcouru des plateformes, qui a contacté par exemple, ou quelqu'un qui en parle à des amis, et ça et là, ou ici et là, qui en parle à des parents, à des proches, qui demandent en fait qu'on lui fasse signe ou bien qu'on le sollicite ou qu'on la sollicite dès qu'il y a disponibilité de travail. Et donc, lorsque ces 3 critères ne sont pas réunis, on ne peut pas parler de situation de chômage. D'accord. Alors, situation de chômage, parlons du Bénin, où en sommes-nous? Avez-vous quelques chiffres par rapport au Bénin? J'avoue que le sujet a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis ces dernières années. Et récemment encore, le porte-parole du gouvernement ça intéresse ceux qui nous suivent. Si nous parlons du chômage, on ne peut pas dire la situation du chômage au Bénin, je pense qu'on serait passé à côté. Non, mais la situation du chômage au Bénin, il faut le dire,
même le directeur de l'ANPE, Hubert Amengbedi, est revenu là-dessus. Mais plus récemment, plus récemment, le porte-parole et du gouvernement. les dernières informations de l'Institut de la statistique et de la démographie sont revenues sur ces chiffres-là, 2,3%. 2,3%. Le taux de bon, en réalité, les gens laissent la partie décimale, voilà, et se focalisent sur les deux parce que surtout quand on commence par mettre, à 5, non? voilà. D'accord. Sinon que le taux de chômage, selon cette enquête, est de 2,3, voilà, validé par le Bureau international du travail au Bénin. Seulement, je pense que les voix se soulèvent simplement parce que les gens se disent c'est pas vrai au regard du nombre de jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi ou sans emploi définitif, sans emploi à long terme, au regard du nombre de personnes dans notre pays qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, au regard du nombre de personnes qui se plaignent chaque jour. Et je dis, là où vous êtes, Monsieur Agua, je n'imagine pas et je n'ose pas imaginer combien de personnes vous appellent chaque jour et vous demandent de leur envoyer 500 francs, 1000 francs de Momo, parce que simplement, elles sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins les plus vitaux. Et donc, c'est au regard de toutes ces considérations que les gens pensent. Et même, illustration plus légendaire, aujourd'hui, lorsqu'on lance un concours d'entrée à la fonction publique, même pour recruter 50 places, on rejette 200 places. Vous êtes même allé trop loin déjà. Bon, on rejette juste places. Une dizaine de places ou 50 places. C'est 16 000 et vous personnes voyez qui se présentent. des milliers de personnes qui postulent. Ça veut dire que les gens ne sont pas encore satisfaits de leur situation actuelle. Et donc, au regard de ces considérations, je pense qu'on ne peut pas se réjouir de ce que le Bénin est à 2,3% de taux de chômage. Les critères choisis oui, mais ces pour pouvoir critères, vous savez, le chômage. Je suis d'accord et je comprends les autorités quand elles insistent sur l'aspect 2,3% qui caractérise le taux de chômage au Bénin. Mais alors, ce qu'il faut plutôt voir ou ce qu'il faut plutôt analyser, c'est le taux de sous-emploi. Le taux de sous-emploi. On va alors revenir au sous-emploi. Okay, on va alors y revenir quand on sera au niveau du sous-emploi. Je le souhaite. D'accord. Docteur Fillon Fadanungo, le chômage, est-ce que vous êtes d'accord pour les critères choisis pour définir le chômage au Bénin? Ah, si je suis d'accord. Oui, bien sûr. Non, je suis ces pas critères-là qui nous conduisent au taux de chômage de 3,2%. Je ne suis pas d'accord. Et vous comprenez tout le développement que mon collègue Eddy vient de faire prouve que ces critères posent problème. D'accord? Ces critères posent problème et masquent, au fait, la réalité. Ces critères masquent la réalité. Et c'est pour cela que c'est plus intéressant et plus pertinent de s'intéresser au sous-emploi, au taux de sous-emploi qui reflète un peu plus la réalité du terrain. Et moi, j'ai l'habitude de dire, pour caricaturer, qu'en fait, ce que se passe avec le taux de chômage tel que les autres l'ont conceptualisé. Si vous voulez m'obliger à aller au taux de sous-emploi, on va y aller. Mais je veux faire quand même un petit commentaire par rapport au taux de chômage. D'accord. En fait, c'est comme si vous prenez deux messieurs, d'accord? Il y a un qui a une cinquantaine d'enfants à sa charge, et à l'autre qui a 3. Et le monsieur qui a une cinquantaine d'enfants, il dit, mais tous les matins, le petit déjeuner, ça pèse trop. Il dit, ben, il est réuni, il dit, vous, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas fait 2 cantines, chaque week-end, il ne prend plus de petit déjeuner le matin. Et il définit le bon enfant, l'enfant qui mérite de prendre petit déjeuner, c'est l'enfant qui chaque week-end fait 2 cantines. Donc ça lui permet d'augmenter sa marge productive, la richesse qu'il a à distribuer. Et l'autre monsieur apprend ça et dit, OK, donc le bon enfant, c'est celui qui fait 2 cantines. Quand il ne fait pas 2 cantines, on ne lui donne pas de petit déjeuner. Lui-même, il a 3 enfants. Il dit, à partir d'aujourd'hui, mes 3 enfants là, si vous ne faites pas 3 cantines, chaque week-end, vous n'aurez pas de petit déjeuner. C'est du mimétisme béat, inutile, impertinent. Ils ne sont pas dans les mêmes contextes. Quand vous suivez très bien la définition de ce taux, vous remarquez que c'est exclusif. C'est une définition qui permet d'éliminer beaucoup de gens. Oui. Parce qu'ils ont un système où le chômeur a droit à une allocation. Il a droit à une allocation. Donc, il faut des critères qui discriminent pour éliminer. Nous ne sommes pas dans le même contexte, nous n'avons pas la même situation. On ne perd rien. Aux chômeurs, non, mais il faut au moins les connaître, les identifier pour réfléchir de façon objective par rapport à la situation. Si vous prenez une loupe qui vous empêche même de voir la réalité, comment allez-vous trouver des solutions? Comment allez-vous développer les stratégies qui permettent de répondre à un problème que vous refusez de voir? Il faut voir le problème du chômage tel qu'il est ou trouver des politiques, des stratégies pertinentes. Mais quand
la loupe qu'on utilise ne nous permet pas de voir le chômage. L'éducation, le masque, ça pose un problème au niveau de l'efficacité de nos politiques par la suite. Je reste avec vous. Quels sont alors les secteurs les plus touchés, selon vous, par le chômage au Bénin? Je ne sais pas. Je ne veux pas m'aventurer. Je ne sais pas un secteur touché par le chômage, mais je peux vous dire les cibles, les personnes les plus touchées. D'accord. Dites-nous alors les personnes les plus touchées, paradoxalement, c'est les personnes les plus instruites. Plus vous êtes instruit, plus vous êtes exposé, vous avez la probabilité que vous chômiez est très forte. C'est quand même un paradoxe. Parce que vous avez reçu de l'éducation, vous avez accumulé beaucoup de connaissances. Donc, un pays qui est en développement, c'est de vous qu'on a besoin. Mais c'est vous qui chômez. Ça pose un problème. Lequel? Non, le problème que ça pose, c'est un dysfonctionnement au niveau de notre système. D'accord. Des gens que vous faites sortir qui sont censés être des ressources en termes de capital humain. Quand vous avez investi beaucoup sur quelqu'un, c'est un investissement. Il doit avoir un retour sur investissement. Mais quand il sort, quand il vient au niveau du marché, il n'arrive pas à trouver quelqu'un qui ait besoin de lui. Il n'y a pas une structure pour l'absorber. Il n'y a pas de structure pour l'absorber. Il n'y a pas de compétences que les gens recherchent. Ça pose un problème. Bon, on va... Compétences. On a parlé épanouissement, vous parlez maintenant de compétences que l'on recherche. C'est un point sur lequel on va également revenir. Si vous permettez, oui, cet aspect soulevé par le docteur Faronumbo. L'INSAE, vous aviez des éléments pour nous dire les secteurs les plus touchés. Oui, j'en viens. Mais par rapport à l'aspect que le docteur a soulevé, l'INSAE a fait par exemple une enquête qui a révélé que la demande d'emploi augmente avec le niveau d'instruction. D'accord. Donc, selon ce rapport, c'est qu'elle passe de 1,9% chez les personnes n'ayant aucun niveau à 9% chez les personnes de niveau supérieur. Ça suppose qu'effectivement, on pourrait considérer qu'aujourd'hui, quand on prend les trois secteurs, le secteur primaire, le secondaire et le tertiaire, sachant qu'au niveau du secteur tertiaire, c'est les personnes probablement les mieux instruites qui sont en activité là, on pourrait confirmer qu'effectivement, les personnes qui beaucoup plus ont évolué connaissent des difficultés d'insertion. Et parlant maintenant des secteurs, c'est vrai, on ne va pas dire que c'est tel ou tel autre secteur. Dans tous les secteurs, il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens continuent de se former dans tous les secteurs ou toutes les filières qui existent. Toutefois, on pourrait, quand on se limite à cette, analyse issue de l'enquête de l'INSAE, on pourrait considérer que effectivement, c'est les personnes qui travaillent beaucoup plus dans le secteur tertiaire qui sont les plus touchés, c'est-à-dire les services pour travailler dans le secteur tertiaire. Qui sont les plus touchés parce que c'est là que la demande est forte. Aujourd'hui, tout le monde va à l'école. Et tout le monde pense, ou tous les parents pensent que pour être quelqu'un, pour être un cadre compétent, pour contribuer au développement, en tout cas pour être soi-même, comme on le dit dans le jargon, il faut aller à l'école le plus loin possible, il faut canter le plus loin possible. Et donc, quand vous arrivez à obtenir le BPC, c'était le bac, après c'est licence, maintenant c'est le master, le doctorat. C'est le doctorat. Les parents disent étudier seulement les enfants. Au fur et à mesure que les années passent, c'est que les gens concentrent leurs énergies à étudier beaucoup plus. Si bien que vous verrez des gens qui sont diplômés niveau licence, niveau master, mais jusque-là, n'ont encore aucune occupation professionnelle qui pourrait leur permettre de s'en sortir. Alors, je ne sais pas si on va évoquer les causes probables du chômage, mais je voudrais quand même qu'on aille maintenant au sous-emploi, au mal-être professionnel. Et parlons du sous-emploi. Qu'est-ce que c'est que le sous-emploi, Dr Faronumbo? Alors, le sous-emploi, c'est la situation de quelqu'un qui est sous-utilisé quantitativement et ou qualitativement. C'est-à-dire quoi? Il est sorti, il a une compétence. On doit l'utiliser 8 heures par jour, fois 5, 40 heures par semaine. Il est utilisé 35 heures, ou moins de 35 heures, ou moins de 25 heures, ou moins de 15 heures dans une semaine. Donc, qualitativement, il est à son poste par rapport à sa compétence, mais il n'aime pas utiliser le nombre d'heures requis. Est-ce que ces personnes ne peuvent pas le payer les 40 heures qu'on fait? Et c'est parce qu'il y a une situation de manque, c'est ce qu'il a pu trouver. D'accord. C'est ce qui est disponible pour lui. Il y a un problème de manque. D'accord. Vous comprenez? Oui. La dimension quantitative, non, ça c'était la dimension qualitative. Il a la possibilité de faire les 40 heures par semaine, mais le poste qu'il occupe ne correspond pas au niveau qu'il a, aux compétences qu'il a. Il a une compétence Bac plus 5, il occupe un poste de Bac par exemple. Oui. D'accord. Vous comprenez? Et il travaille pendant la durée horaire normale, mais vous sentez qu'en réalité, c'est une pète. Vous n'arrivez pas à dire la valeur ajoutée qu'il est censé apporter, on ne tire pas ça.
C'est ça. Et donc, on est dans une situation de sous-emploi. Sous-emploi. Je dis Camille Koto. Oui, le BIT, je me réfère toujours au BIT. Toujours, oui, bien sûr, bien sûr. Le BIT dira que c'est des personnes ayant un emploi à temps partiel qui souhaitent travailler, comme l'a dit le docteur. Donc, il a un emploi à temps partiel, mais il souhaite travailler plus d'heures sur une semaine donnée et qui sont disponibles pour le faire. Qu'elle recherche ou non un emploi. Donc, cet aspect, en fait, c'est que la personne est disponible, par exemple, pour travailler toute la semaine, mais son employeur lui exige de venir seulement pendant 2 journées, ou 2 demi-journées, ou 3 demi-journées, etc., etc. Ça veut dire que la personne a plus à en revendre, mais on ne lui permet pas de mettre cela en œuvre. Là, elle est en situation de sous-emploi. Cependant, je m'inquiète quand cette définition ne touche pas le travail aliénant, le travail sous-payé. Parce qu'on travaille pour quoi? En réalité, on travaille pour une rémunération. Oui. On travaille pour avoir un gain. Oui. Et lorsque la personne travaille, par exemple, et mérite de percevoir 150 000, et qu'habilement l'employeur lui fait gagner 110 000, ça pose un problème aussi. Et en temps normal, la définition du sous-emploi devrait aller dans ce sens. Devrait aller dans le travail mal payé ou mal rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les 78%, de 72%, pardon, de taux de sous-emploi au Bénin, c'est considéré que... Vous l'avez lâché finalement. Vous l'avez lâché. C'est beaucoup. Le taux de sous-emploi a été lâché. C'est 72%. Oui. Et c'est beaucoup. D'accord. C'est beaucoup parce que ça devrait... En fait, en réalité, en prenant la parole, je pense, quand les autorités prennent la parole pour défendre le taux de chômage, on devrait beaucoup plus concentrer les énergies, les réflexions sur le taux de sous-emploi. C'est ça qui pose problème. C'est le taux réel du chômage qu'on n'arrive pas à voir à partir des lunettes qu'on utilise. Parce que le monsieur qui a été employé, par exemple... 12%, ça devrait être considéré comme taux réel de chômage. Et ça devrait inquiéter. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Puisque vous avez défini le chômage, le gars, il travaille, mais il est sous-employé. On ne peut pas dire qu'il est au chômage. Il gagne quelque chose. Il gagne de l'argent. Quand je prends quelqu'un qui est payé en deçà... Ils sont de la maison. Quelqu'un qui est payé en deçà du SMIC, à quel moment est-ce qu'il se réalise? Quelqu'un qui est payé à 30 ou 25 000 le mois. Non, mais voilà les personnes qui devraient beaucoup plus préoccuper. C'est ces personnes-là qui devraient préoccuper parce que le monsieur a fait peut-être 10 ans déjà dans le même emploi, mais n'a pas pu s'obtenir un moyen de déplacement, je veux dire, une moto de 300 000, ça pose un problème. C'est réel. Et c'est ça qui devrait inquiéter. Un problème réel. Parce que le taux de sous-emploi, ça frappe à l'œil. Mais il a travaillé 10 ans, il n'est pas au chômage. Oui, mais et plus loin... qu'il n'a pas pu s'offrir une moto. Non, mais il n'est pas au chômage. Non, mais et justement, c'est quel genre d'emploi? C'est des emplois qui interviennent... Non, mais c'est des emplois qui interviennent à temps irrégulier. Peut-être qu'on a lancé, je ne sais pas, on est en train de construire, ou l'État a lancé la construction d'une route, et le gars, il est menuisier ou bien il est ferrailleur, il a pu trouver une place pour s'insérer. Quand le chantier finit, il passe ailleurs. Non, mais il n'est pas passé ailleurs. Le chantier finit, il fait une pause d'abord, le temps de guetter d'autres opportunités. Et personne ne peut vivre et s'épanouir de cette manière. Et donc, c'est ces personnes-là qui devraient nous intéresser. C'est au secours de ces Béninois ou de ces jeunes qu'on devrait venir. Le taux qui devrait préoccuper, c'est le taux de sous-emploi. D'accord. Je suis d'accord. Vous allez plus loin en disant que en fait, c'est ce qui devait être. Oui, non, en fait, c'est ce qu'on n'arrive pas à capter au niveau du chômage. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement et certaines autorités dire récemment que les émigrants, par exemple, ça, c'est pas le porte-parole qui l'a dit, mais une autorité l'a dit quand même. Les émigrants, par exemple, qui a un diplôme Bac plus 3 et qui arrive à conduire les émigrants, il n'est pas au chômage. C'est vrai, il n'est pas au chômage. Mais sa situation, elle est inquiétante. Sa situation est grave parce que quelqu'un qui a le niveau de la licence ou même le master et qui s'en va conduire les immigrants, peut-être qu'il est heureux, peut-être qu'il ne l'est pas. Mais je ne pense pas que s'il y avait un emploi disponible pour la formation qu'il a reçue, il ne serait pas allé faire du immigrant. Donc en réalité, je pense que les analyses devraient se mener dans une autre direction, de façon à véritablement voir la réalité en face. Parce qu'on parle du taux qui est de 2,3%, on s'en réjouit. Mais les Béninois souffrent. Les jeunes souffrent. On a parlé du chômage, on a parlé du sous-emploi. Qu'est-ce qui est à la base de ces deux
comment je vais appeler ça? Je C'est vais les plusieurs- qualifier c'est de ces deux c'est réalités, plusieurs causes, de c'est ces deux plusieurs problèmes. causes, oui, c'est plusieurs causes. Je vais commencer par le plus saillant, qui est le dysfonctionnement du système éducatif. Le premier et le plus saillant, c'est ça. Nous avons un système qui forme, qui produit des gens qui, quand ils sortent, ne répondent pas aux besoins du marché. Ah. D'accord? Donc, ça fait qu'ils sortent, Oui. mais ils n'ont pas de preneur. D'accord. D'accord? En fait, en amont, on devait Il y a voir un problème. Et ça quels nous sont nos ramène- besoins. Exactement. Ça nous ramène au fait à la philosophie de départ de l'école, qui était de former des gens pour assister le colon, pour lui trouver des On a assistants. parlé d'enseignement général. C'était Vous êtes ça. général. Vous comprenez? Donc, on forme des gens pour assister. Donc, en même temps, les premières années, on sait que les gars, ils sortent, ils vont travailler dans la fonction publique. On avait un niveau où l'État ne peut plus prendre. D'accord? Et donc, les gens sortent, ils sortent. S'il n'y a pas de concours de recrutement, ils sont laissés sur le carreau. Et finalement, la stratégie actuelle, c'est de prendre les entreprises comme débouchés, comme employeurs. Donc, susciter, créer les conditions pour que les entreprises se créent et faire en sorte que les produits puissent être Être utilisés. absorbés par Donc, les les entreprises remplacent l'État. L'État. C'est ça. Et les entreprises ont des exigences. Les entreprises ont des profils qu'elles recherchent. Absolument. Elles ne recrutent pas pour recruter. Elles ne sont pas dans du social. L'État avait une dimension sociale. Les entreprises n'ont pas cette dimension. Elles fonctionnent pour faire du bénéfice. Elles ne fonctionnent pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Donc vous avez ce premier problème. Le deuxième problème, qui est la cause, c'est le décalage entre le nombre d'individus qui sortent du système et qui sont à la recherche d'un emploi Oui. et le nombre de postes disponibles. Ah, ouais. Vous en D'accord? avez- oui. Et là, vous avez un décalage qui va de l'ordre de 3 à 5% en fonction du pays. Que vous avez 3 à 5 fois de demandeurs d'emploi que de postes Que disponibles. de l'offre. Vous Voilà. parlez de demande Et et l'offre. d'offres. Il y a un décalage entre ça. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'on n'ait pas un tissu industriel très développé, Oui. d'accord, qu'on n'ait pas beaucoup d'entreprises, une Oui. économie diversifiée qui recrute, qui absorbe ceux qui Absorbe. sortent. Dans tous les cas, le rythme de sortie avec la démocratisation de l'école, le rythme de sortie est 3 fois, voire 5 fois plus élevé que le rythme d'absorption au niveau du marché de l'emploi. Donc vous avez ça. Troisièmement, on s'attendrait à ce que tous ceux qui ne sont pas recrutés puissent s'auto-employer, puissent aller à l'entrepreneuriat. Et vous entendez souvent, les dirigeants disent, les jeunes, non, il faut aller à l'entrepreneuriat. Mais dans le système, que ce soit général ou même professionnel, l'entrepreneuriat n'est pas développé en réalité. Vous comprenez? Tout à Donc, fait. à la fin, on s'attend à ce que les gens se créent d'entreprises, Oui. mais on ne les a pas capacités pour. On ne se lève pas pour devenir entrepreneur. C'est des compétences qu'il faut acquérir à un moment donné. Absolument. Donc, pendant longtemps, ça n'a pas été ça. On n'a pas développé, il n'y a pas eu dans les cursus des trucs pour permettre aux gens de créer des entreprises. Mais à la fin, quand ils ne trouvent pas dessus, on dit créer une entreprise. Il faut créer une entreprise, ce qui ne marche pas Le souvent. gars n'a pas été formaté. pour Formaté créer pour une ça. entreprise. Donc ça fait déjà 3. Il y a d'autres causes également, dont même l'insertion. L'insertion, c'est-à-dire l'accompagnement, l'orientation scolaire et professionnelle, est également une clé qui explique ce qu'on observe au niveau du chômage et au niveau du sous-emploi. Et ça, on pourrait... La mauvaise orientation Comme c'est scolaire. prévu... Est-ce que c'est en lien? Est-ce que tout cela est en lien avec l'orientation scolaire? Eddy Kamikoto, quand Dr Fillon Falonouvo parlait donc de cette situation où l'offre, ou du moins l'offre dépasse la demande. Et c'est bien ça. J'ai appris qu'il y a même des médecins formés qui chôment aujourd'hui. Bien sûr, parce que on n'a peut-être pas les moyens, l'État n'a pas les moyens pour recruter tout le monde. On n'a pas suffisamment de cliniques en principe, pour voilà, absorber. oui, les médecins ont la possibilité, par exemple, quand je prends ce cas spécifique, les médecins ont la possibilité d'aller en clientèle privée, des essais en clientèle privée en suivant la réglementation en vigueur au Bénin. Mais là aussi, c'est une question de moyens, de ressources. Regardez le nombre de pharmaciens qui sortent chaque année. Si voilà, chacun devait ouvrir sa pharmacie, non, dans quelle pharmacie on finira par acheter mais les l'idéal, médicaments? c'est qu'il y en ait un nombre suffisant pour que les gens ne soient pas obligés de parcourir des kilomètres avant de se procurer un médicament qui parfois est très urgent.
et des personnes décèdent, des personnes perdent la vie simplement parce qu'il faut parcourir de longues distances, soit pour aller à l'hôpital. Tous ceux qui sortent n'ont pas les moyens. Justement, donc c'est un problème de moyens. Et je pense qu'il faut penser à un dispositif qui pourrait peut-être, pourquoi pas, faire une fédération de médecins fraîchement sortis, qualifiés, et qui sont accompagnés par des structures privées ou par l'État pour aller en clientèle privée si tant est que l'État ne peut pas recruter tout le monde. Et parlant des causes du chômage, c'est vrai qu'au Bénin, il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Parce que parfois, nous perdons de vue ce facteur. Quand on parle du secteur primaire, du secteur secondaire et du tertiaire, le secondaire souffre encore au Bénin, peine à décoller. Ne parlons plus du tertiaire. Et donc, les entreprises, pour recruter les gens, n'existent pas. Le docteur a abordé un autre aspect, la main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, le programme pour l'insertion, comment dire, pour l'emploi, le programme, spécial d'insertion pour l'emploi, le PSIE, initié par le gouvernement. Lorsque vous voyez les publications de recrutement ou de demande de besoins, je veux dire, de compétences qui sortent de ce programme-là, on se demande, est-ce que nous avons formé des gens pour ça? Ce n'est pas des jeunes qui sont allés en faculté classique qu'on recherche. C'est des compétences techniques. Mais combien est-ce que nous en formons, non seulement dans nos universités publiques, mais aussi dans les universités privées? Et je me demande si parfois des demandes ne sont pas lancées et qui restent infructueuses parce qu'il n'y a aucune qualification pour aller postuler pour ces postes-là. Et donc, ça pose un problème, inadéquation entre la formation et l'emploi. Lorsque nous formons les gens, c'est pour quelle destination? Et je pense que nous passons un peu à côté de l'essentiel qui a déjà été fait il y a quand même beaucoup d'années. Quand vous prenez le discours-programme du général Mathieu Kérékou, quel type de citoyen voulons-nous pour le Bénin? Ça a été clairement défini. Et puis, quand nous revenons à la loi 2003-17, portant orientation de l'éducation nationale. Le type de citoyen que nous voulons pour le Bénin est clairement défini. Mais est-ce que nous tenons compte encore de ces réalités? Parce que je dis, parfois, il y a l'article 1er de cette loi-là dira que l'éducation est la priorité des priorités. Mais est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, l'éducation constitue la priorité? Parce que l'éducation est en amont et en aval. Quand on forme mal, c'est clair que les gens vont chômer. Quand on forme dans des filières qui ne sont plus quand on ne porteuses, forme pas pour des besoins, pour les besoins spécifiques du pays, les gens vont chômer, c'est clair. Et donc, qu'on réoriente la formation. Aujourd'hui, je me surprends qu'à l'université d'Abomey-Calavi, par exemple, on continue d'accepter ou d'accueillir des milliers de jeunes dans des filières classiques, mais qui sont saturés, extrêmement saturés. C'est vrai que demain, après-demain, on aura toujours besoin de sociologues, de juristes, de linguistes, etc., de géographes, etc. Mais à quelle hauteur, à quelle échelle? Je pense que c'est des bases claires qu'il faut pouvoir définir pour savoir combien il faut prendre comme étudiants inscrits dans ces facultés chaque année et réorienter le reste vers des filières porteuses de richesse, vers des filières d'avenir, des métiers d'avenir. Mais on laisse les gens se concentrer encore dans des filières qui sont déjà saturées, où il y a des milliers de diplômés qui sont à la pause, en attente, qui espèrent un emploi demain. Je pense que nous ne sommes pas suffisamment conséquents. Et ça, c'est des décisions qu'il faut prendre d'urgence. Malheureusement, l'année dernière encore, les bacheliers de 2022, allez à l'université, faites un tour à l'université d'Abomey-Calavi. Vous verrez des amphis bondés d'étudiants. Et puis quand vous les regardez, vous êtes soucieux, vous êtes triste. Vous êtes triste et vous êtes meurtri pour ces jeunes-là parce que vous vous demandez, mais que vont-ils devenir demain? Que deviendront-ils demain? Le seul chemin possible, c'est l'enseignement. Aujourd'hui encore, c'est compliqué. Avec l'aspirana, c'est compliqué. Et ce n'est pas un salaire reluisant, 95 000, quand vous gagnez 95 000 et que vous vivez à Cotonou. À quel moment est-ce que vous avez la possibilité d'épargner? À quel moment est-ce que vous êtes en mesure de devenir vous-même, c'est-à-dire vous prenez soin de vous, vous prenez peut-être une épouse, vous avez des enfants, ou de payer l'électricité, l'eau, la location, ou de faire des économies, réaliser, rêver grand, c'est presque impossible. Prenez un enseignant, prenez un enseignant aujourd'hui au Bénin, aspirant, parmi les différentes vagues qui ont été recrutées depuis 3 ans. À peine ils arrivent à faire des économies pendant les vacances. Parce que c'est des gens qui vivent au jour le jour. Et beaucoup de Béninois comme ça. Soyons réels, vous ne pouvez pas faire d'économie. Mais je vous dis, le mois dernier, j'en ai rencontré qui sont dans des cabines téléphoniques.
qui vendent du crédit, oui. Vous pensez qu'ils gagnent quelque chose sur ces crédits-là? C'est les 10 francs là. Le salaire, je n'ose pas le... Non, mais c'est des personnes qu'on emploie. C'est des personnes, c'est des jeunes qui travaillent pour des employeurs, mais qui travaillent dans des cabines téléphoniques, qui vendent du crédit, des recharges, parce qu'on n'a pas eu un emploi. Et c'est des personnes qui ont le niveau licence. Je vous en prie. Des gens qui ont le bac plus 3 au moins, mais qui sont obligés de revenir, je ne sais pas, se chercher parce que là, le salaire, ça tourne autour de 25 000, 30 000. On ne va pas parler de salaire. Et donc, ça diminue, en fait. Je ne sais pas, c'est humiliant. Et ça fait régresser l'individu. À quel moment est-ce qu'on peut espérer un épanouissement? Je ne dis pas qu'aujourd'hui, les gouvernants qui sont là actuellement, il faut, jeter le tort sur eux. En fait, c'est un processus mal emprunté depuis des années. Et je pense que quand il y a urgence, il faut véritablement agir conséquemment. On est là pour... Quand je considère le Conseil national de l'éducation, qui a fait déjà 3 ans, on espère qu'il y ait des refontes dans le système éducatif. Le docteur Faroungo l'a dit, tout part de là. Lorsque le système ne sait pas, on dit le vent n'est pas favorable à celui qui ne sait pas là où il va, dira Sénèque. Et donc, quand on ne sait pas dans quelle direction nous orientons l'éducation au Bénin, nous allons naviguer à vue. Alors que tout a été déjà fait. Lavoisier dira, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et quand vous faites recours à l'école nouvelle, au programme d'édification de l'école nouvelle, je dis, mais le chemin a été tracé. C'est vrai que ça n'a pas marché. Une évaluation a été faite. Mais que faisons-nous de toutes ces valeurs-là qu'on avait eues, les coopératives, et l'école qui permettait aux enfants béninois, lorsqu'ils sont à l'école, d'être en même temps, opérationnels, parce qu'ils ont appris à faire la couture, la menuiserie, le jardinage. Aujourd'hui, vous faites le baccalauréat série D. On vendait des carottes. Bien sûr, vous faites aujourd'hui le baccalauréat série D, vous finissez, vous n'êtes capable de rien produire. Vous n'êtes en mesure de rien faire. Et vous voyez, les étudiants aujourd'hui sont obligés de retourner dans ces petits métiers-là pour joindre les deux bouts parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être recrutés quand ils vont finir. Et donc, il y a tellement de problèmes que parfois, quand on s'assoit, on regarde, on est désolé. On est désolé. Docteur Fillon Faroungo et dit Camille Koto, il a touché le cœur du problème. C'est quoi le mal-être professionnel? Alors, le mal-être professionnel est une situation d'inconfort pour quelqu'un qui travaille, mais qui n'est pas épanoui. Le mot épanouissement revient. Il travaille, mais il n'est pas épanoui. Ça peut être lié aux conditions de travail, mais c'est beaucoup plus lié au fait que le travail qu'il fait ne lui correspond pas. Ne correspond pas à ses capacités. Donc, l'orientation scolaire revient. Oui, on est en train d'aller vers l'orientation. Vous comprenez qu'on est en train d'aller vers l'orientation comme ça. Donc, l'orientation a été faussée. Et je vais même dire, même la question de sous-emploi aussi, c'est aussi en partie lié au fait que l'orientation n'ait pas marché. Quand mon collègue faisait la caricature ou bien nous présentait la situation de l'université, vous avez certaines facultés qui sont vraiment qui débordent. C'est une question d'orientation. C'est une question d'orientation. Les gens qui vont dans ces facultés, ils y vont pourquoi? Il faut, pour aller dans telle école, il faut avoir telle note, telle moyenne. Quand tu n'as pas, qu'est-ce qui te reste à faire? Tu rentres en faculté. Vous comprenez? Donc, ça devient réceptacle de tout ce qui n'a pas été sélectionné. Donc, c'est un problème. En géographie, ça devient une mamie. C'est un problème d'orientation. Et qu'est-ce qu'on regarde pour sélectionner ou pour ne pas vous prendre? On regarde vos notes. Donc, nous avons un système d'orientation basé sur les notes que moi, j'appellerais affectation. Parce que même parmi ceux qui ont le privilège d'être sélectionnés, beaucoup n'arrivent même pas à s'en sortir. Quand bien même ils ont eu de bonnes notes et qu'ils ont une bonne mention, quand ils se retrouvent, on les envoie, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Certains échouent. Vous avez une autre catégorie qui arrive à réussir, mais quand ils terminent, ils n'exercent pas ce qu'ils ont appris. Vous voyez, vous avez la troisième catégorie qui réussit, qui finit, qui est embauché dans ce qu'il a appris, mais qui connaît maintenant la situation d'inconfort, qui n'est pas épanoui. J'ai comme impression qu'on est en train d'aller très vite vers l'orientation, sans bien approfondir le mal-être professionnel qui intéresse les gens. Donc, je vous ramène dans la question, le mal-être professionnel. Le mal-être professionnel, c'est une situation où vous souffrez. Oui. Vous avez un travail. Vous êtes par exemple réalisateur. Je donne cet exemple. Très bien. Donc, vous êtes réalisateur, mais vous souffrez dans ce travail de réalisateur. Vous n'êtes pas à l'aise.
vous n'êtes pas Tout vous semble épanoui, tout vous difficile, semble c'est-à-dire difficile. que, Vous faites ça malgré vous. n'avez Vous le pas faites envie parce de- que vous devrez faire ça pour avoir votre salaire à la fin du Heureusement mois. qu'on n'a pas ces gens de réalisateurs C'est chez ici, nous, c'est vous des comprenez? gens qui ont du plaisir Dit à derrière faire ces ça. machines-là. Quand le plaisir n'est Et- pas là, vous êtes dans le mal-être professionnel. D'accord. Et il y a de petits signes qui vous permettent de voir ça. C'est la On- personne... on va donner l'exemple dans une banque, quelqu'un qui a l'accueil. Voilà. À la caisse. Il est à la caisse et qui a une humeur irascible, qui parle mal à tout le monde. Vous comprenez, qui... Involontairement aigri. Bon, c'est involontaire au fait. C'est involontaire. dans son subconscient en C'est- fait. voilà. La personne ne Quand devrait vous pas, allez- la personne n'est pas là où elle doit être. Elle doit être. Elle n'est pas là où elle doit être. Elle doit être ailleurs. Ou elle n'est pas en interaction permanente avec les hommes pour être épanouie. Mais elle se trouve quelque part qui ne correspond pas à sa personnalité. Il y en a Et plein donc on aujourd'hui. fait violence au fait sur elle. Est-ce que l'individu s'en rend compte? Ou bien il est dans les nuages? Non, beaucoup s'en rendent compte, mais d'autres sont... On fait avec. Et voilà, d'autres ne se... Beaucoup s'en rendent compte et réfléchissent. Les gens font des conversions quand ils disent « je veux changer d'emploi ». Ça, c'est quelqu'un qui a Ça pris commence, conscience. oui. Vous comprenez? D'autres vont faire les 30 ans dedans sans prendre conscience. Mais tout le temps, voilà, ils se mettent en situation, ils créent des situations, se créent des hormones pas du tout utiles pour leur organisme parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place. Ils se violent tous les jours. Ils se Professionnellement. violent. Oui, ils violent leur personnalité. Ils se violent Vous moralement. comprenez? Ils abusent Moralement. d'eux-mêmes. Ils abusent. C'est un abus, quoi, de leur et la personne. fête du travail aussi, ils vont célébrer ça. Ils vont célébrer, c'est la fête de tous les travailleurs. Avec le mal-être, avec le C'est mal-être mal-être professionnel. Ils sont déjà Ils dedans. sont déjà Ils sont dedans. déjà dedans. C'est des gens qui ont besoin d'être accompagnés. C'est des gens qui ont besoin de reconversion en réalité. Oui. Et la cause de tout ça maintenant, c'est C'est l'orientation. l'orientation, ce n'est pas deux choses. C'est Parlons l'orientation. L'orientation faisant maintenant partie des causes du chômage. de l'orientation. Oui, Parlons avant d'en arriver là, il y a on parlait du On n'a problème plus beaucoup de temps, il nous reste d'appariement 11 minutes. sur le marché du travail. Là, je voudrais prendre un exemple aussi, et nous parlons de mal-être professionnel. On fait avec. En fait, beaucoup de personnes aujourd'hui font avec. Exact. On n'a pas meilleure situation, donc on se contente de ce qu'on a. Ce qui est aussi un danger, un mal. Aujourd'hui, je prends l'exemple des jeunes qui sont en train d'être recrutés. J'ai suivi un élément sur la G10, la zone économique de Glodjibé. Des jeunes qui ne sont pas... Oui, pardon. GDIZ, bon, d'accord, ok. Quand vous avez dit j'ai dit. Mais des jeunes qui aujourd'hui sont dans les métiers du stylisme, du textile, Oui. qui font la transformation, qui Oui. s'y plaisent. Mais dès le départ, ils n'ont pas été formés pour ça. Et donc, à la longue... Je ne c'est- vous c'est- arrête pas. J'ai oui. une amie agronome qui s'est fait former brillamment en agronomie Oui. à l'université d'Abomey-Calavi, qui aujourd'hui est devenue styliste, qui a ouvert même une école de stylisme. Non, ça, c'est un autre aspect. D'accord. C'est un autre aspect. Là, cette personne a décidé de se convertir parce que elle... Oui, elle voulait faire plaisir à ses parents C'est ça. qui En voulaient faisant qu'elle l'agronomie. En faisant devienne l'agronomie. agronome. Voilà. Vous avez Là, beaucoup de cas comme ça. C'est un autre aspect. Mais ceux dont je parle, les jeunes qu'on a recrutés, je ne dis pas que c'est mauvais parce que, au-delà de tout, c'est quand même des personnes aujourd'hui qui ont un gagne-pain, qui arrivent à percevoir et tout. C'est heureux. Mais est-ce que c'est des personnes, peut-être parmi ces personnes-là, il y en a qui ont fait la licence dans des filières qui n'ont rien à voir avec le stylisme ou le textile. Oui, je suis d'accord. Et donc, ils se sont ça reconvertis pourrait- aujourd'hui, voilà, non? se sont reconvertis. Oui. Mais avant d'opérer cette reconversion, est-ce que des analyses pointues ont été faites? Parce qu'il ne faudrait pas que ça tombe dans le mal-être professionnel dans 5 années. D'accord. En fait, c'est ce à Bien quoi je sûr, voulais bien appeler sûr, bien l'attention. sûr. Et puis, revenant à l'exemple que vous avez donné, j'en ai connu aussi une dame qui a eu 2 licences, une licence en lettres modernes, une licence en géographie, et qui après a rangé les 2 licences. Et qui- Parce qu'elle a dit, mais lorsque je demande aux couturiers ou aux tailleurs de me faire les Je habits, ne suis jamais j'ai toujours satisfait. des choses à redire parce que je ne suis jamais Très satisfaite. bien. Et donc, à un moment donné, elle s'est dit, pourquoi ne pas commencer par apprendre moi-même? bien. Parce qu'elle arrivait à dessiner derrière les patrons. Très bien. D'accord. Et puis, elle était à l'université de Calavi, elle a décidé de s'inscrire en couture. Les camarades en rigolaient, ses camarades étudiants, les gens ne comprenaient pas. Même les parents n'étaient pas d'accord. Elle a fait la formation en bonne et due forme. Et puis, après l'obtention de son diplôme de fin de formation, elle postule pour un concours de défilé de mode. Elle était première. Ouais, ça c'est... ça- Aujourd'hui, elle a un centre de formation Ouais. dans lequel elle reçoit des étudiants qui ont déjà fait la licence, qui reviennent pour apprendre à faire le stylisme chez elle. Elle a plus d'une 50aine de personnes qu'elle forme actuellement. Et c'est une dame qui s'est déjà réalisée.
c'est dire que parfois, il faut guetter le déclic pour se réorienter, se reconvertir quand le besoin se fait sentir. Docteur, et c'est déjà, l'orientation. le travail que votre cabinet permet de faire. La trajectoire de votre ami, par exemple, elle est plus coûteuse en années perdues à faire telle licence. Parce qu'aujourd'hui, on lui a demandé, mais qu'est-ce que vous faites avec vos diplômes? Elle a dit, j'ai rangé, je ne veux même plus en entendre parler. Si elle avait eu une bonne orientation concentrée sur ses capacités et non sur ses notes, elle aurait découvert qu'elle était faite pour avoir ce métier-là. Elle se serait lancée dedans après son bac. Et ça m'amène une fois encore à rappeler aux téléspectateurs que pendant qu'on préparait cette émission, et nous avons pris 2 jours pour échanger sur WhatsApp, vous avez eu du mal à me présenter votre profil réel et j'ai dû insister. Et vous m'avez dit non, pour moi, les diplômes, ce n'est pas cela. Ce n'est pas m'appeler docteur aussi qui est le problème. C'est vrai. Les diplômes, ça ne signifie rien aujourd'hui. Pour vous, les notes, ça ne signifie rien. Nous devons sortir de ce système qui est un carcan. Vous avez vu, chaque fois que mon collègue a parlé de quelqu'un qui a fait licence, qui est parti faire, il en parle avec peine. Docteur, parce qu'on s'attend à ce que quelqu'un qui fait licence trouve un travail quelque part. Il ne nous reste que 6 minutes. Je voudrais qu'en 6 minutes, nous proposons des solutions réelles. Ça dit que nous disons, à partir de maintenant, voici ce que nous devons faire. Par rapport à l'orientation, que devons-nous faire, docteur? Je vous donne la piste. Nous devons déjà nous rapprocher, par exemple, des structures qui puissent évaluer les enfants, leur dire qui ils sont, quelles sont leurs capacités. Et c'est de ça que vous occupez dans l'orientation. Merci, M. Agua. Nous devrons revoir fondamentalement la manière dont nous faisons l'orientation. Les enfants ont des aptitudes. Ils ont des aptitudes, ils ont des capacités. Dans la vraie orientation, notre système éducatif est un système qui, je vais dire, qui est binaire, qui sélectionne, qui vous dit qui est intelligent, qui n'est pas intelligent. Et qui élimine déjà à la base qui est intelligent, qui n'est pas intelligent. En réalité, tout le monde est intelligent. L'intelligence, il y en a plusieurs types. Il faut juste prendre le temps, avoir les outils nécessaires pour identifier les types d'intelligence les plus développés pour chaque personne. Très bien. Ces types d'intelligence le prédisposent à mener un certain nombre d'activités. Après, vous prenez en compte leur personnalité. Après, vous prenez en compte leur mode de communication et de fonctionnement en milieu professionnel. Ces 3 éléments mis bout à bout vous donnent un champ d'activité dans lequel chaque personne est censée être épanouie. Et vous avez vu l'exemple de sa collègue dont il a parlé. Elle a prospéré dans la couture, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle a dit, elle n'a pas besoin de faire, elle va briller. Chacun a un métier dans lequel il brille. Il a quelque chose de spécial qu'il apporte. C'est lié à votre âme. Il n'y a pas de gris-gris, il n'y a pas de magie. Il suffit juste de trouver ce métier, de vous y attacher et c'est fini. Et quand vous trouvez ça, s'il y a quelque chose même de supranaturel qui se produit, vous êtes inspiré. Parce que vous comprenez, vous avez l'inspiration, vous êtes connecté, vous ne vous fatiguez jamais, vous avez toujours de l'énergie. Quand ce n'est pas votre métier, vous vous fatiguez, vous faites un peu, vous regardez l'heure, vous avez envie de rentrer à la maison. C'est un signe que vous n'êtes pas encore à votre place. Quand vous êtes à votre place, vous ne voyez pas le temps passer. Tellement votre cœur est content de ce que vous faites que vous n'avez pas envie de rentrer. Et donc, il nous faut nous recentrer l'orientation, non sur les notes. En quoi faisant? Sur les capacités. En fait, il y a des outils. C'est le travail que je fais. Ça existe. Vous comprenez? Ça existe, les outils comme ça que vous utilisez qui permettent de découvrir au niveau de l'enfant quelles sont ses capacités. Mais allez dans les établissements, négocier avec les établissements. Faites-leur un forfait pour évaluer les enfants déjà dans les établissements. Les parents vont participer à cela financièrement. Je pense quand même qu'il faut véritablement qu'on ça vous permet de savoir exactement chaque enfant qui il est et comment vous le conduisez et vers où vous le conduisez. Ce n'est pas à vous de définir ce qu'il va devenir. Parce que je suis dentiste. Vous comprenez? Ce n'est pas à vous de définir ce que votre enfant va devenir. Enfant doit forcément devenir dentiste. Non, pour pouvoir prendre en charge mon cabinet. Vous comprenez? C'est une erreur parce que l'enfant n'a pas les mêmes prédispositions que vous. La constitution physique, physiologique, psychologique tout. La personnalité, c'est différent. Elle est différente. Mais beaucoup de parents, ils sont dans ça. Et ou s'il n'est pas dans ce qu'il veut, s'il ne veut pas que l'enfant fasse ce qu'il fait, il veut que l'enfant fasse quelque chose de prestigieux.
Vous L'enfant comprenez? doit être médecin. Voilà. Alors que pour faire plaisir à papa, je deviens médecin. À son exemple. Après, je suis musicien. Je reviens à son exemple. Bien sûr. Vous avez des gens qui ont fait la médecine et après, ils finissent par faire de la musique. Et on dit, mais il veut faire un conseil, il invite son papa, et c'est là que papa le découvre. Que l'enfant est musicien. Et son enfant est musicien. Donc, c'est vraiment important pour nous de révolutionner, de changer la manière de faire l'orientation, de ne plus nous baser sur... Les nôtres ne disent rien de nos capacités. Ouais. Absolument rien. Les nôtres sont ponctuelles parfois. Elles ne disent rien. Même si vous prenez du recul, les nôtres ne disent rien de nos capacités. Sur la base des nôtres, on oriente en série D, en série C, en quoi? On ne fait même pas de l'orientation au Bénin. C'est de l'affectation, je vous assure. C'est de l'affectation. On affecte les gens. Jusque-là, ce que le ministère de l'Enseignement supérieur fait, tout le monde sait que ce n'est pas de l'orientation. C'est de l'affectation. C'est des séances d'information pour dire aux nouveaux bacheliers quelles sont les filières disponibles et quels sont les débouchés pour ces filières. C'est tout. Et donc, pas de l'orientation. Parce que l'orientation commence très tôt. Ce n'est pas après le bac. En fait, il y a plusieurs niveaux d'orientation. C'est un processus. C'est un processus qui court toute la vie. C'est un processus. Spécialiste en orientation. Et donc, vous avez vu tous les problèmes, que ce soit le chômage, le sous-emploi, le mal-être. Quand vous arrivez à bien faire l'orientation, vous avez anticipé sur tous ces problèmes. Mais quand c'est réglé, oui, vous vous retrouvez avec des gens. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Mais c'est que vous avez des gens, par exemple, ceux qui ont été pris GDZ, vous en aurez, s'ils se retrouvent dans une situation de mal-être, ils seront peu productifs. C'est ça. Donc, en termes de rendement, même pour l'entreprise qui les utilise, ça ne va pas donner. Et puis, vous retournez au chômage. Non, même si vous ne les retournez pas, il est là, il a son salaire, il peut faire les 30 ans, mais il est peu productif. Il n'est pas motivé, il n'est pas... vous comprenez? Il le fait malgré lui. Donc, vous allez... Pour avoir des entreprises qui peuvent, il n'y a pas de rendement. Il n'y a pas de rendement. Donc, il faut revoir l'orientation. Il faut découvrir chaque être et pouvoir le conduire par rapport à qui il est, par rapport à ses capacités. Et quand les gens se retrouvent dedans, l'activité peut être banale. Ne vous inquiétez pas. Dans vos mains, elle va être sublimée. Vous comprenez? Dans vos mains, quand vous allez faire de l'eau, si c'est en lien avec vous, vous allez vous enrichir avec ça. Un autre va essayer de faire, il va capoter. Parce que ça n'a aucun lien avec lui. On nous fait signe, Eddy. Oui. Qu'est-ce qu'on va retenir pour conclure rapidement cette émission? Je voudrais dire, dans le respect des principes définis par la Constitution du 11 décembre 1990, l'éducation en République du Bénin constitue et demeure la première priorité nationale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 1er de la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale qui le dit. Et référence à la Constitution du Bénin, loi 90-32, qui dispose dans son article 8, l'État doit donner ou assure à tous les citoyens l'égal accès à l'éducation, à la santé, à la culture, à la formation professionnelle, à l'emploi. C'est dit que c'est l'État d'abord qui est le garant. C'est l'État qui crée les conditions favorables. C'est l'État qui a les manettes en main. Et donc, pour changer la donne, par rapport à tout ce que nous avons dit, pour changer la donne, la première des choses, c'est de revoir de fond en comble le système éducatif. Et c'est en cela que les attentes vis-à-vis du Conseil national de l'éducation sont énormes. Revoir, parce qu'aujourd'hui, nous continuons d'enseigner des curricula du temps de Mathusalem, des curricula dépassés, des curricula qui ne répondent en rien aux besoins du marché de l'emploi ou aux exigences de notre société. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire recours à ce programme d'édification de l'école nouvelle qui était très riche en contenu, qu'on pourrait encore utiliser. Et l'évaluation a été faite. Les documents existent. Il y a tellement de... Je dis, quand vous parcourez un peu les anciens documents, vous vous rendez compte que les Béninois ont déjà tout fait. Je me rends compte qu'il faut fasse un autre plateau pour pouvoir oui, il le faudra. Véritablement Donc, de l'orientation. Puisque l'orientation seule peut nous prendre 52 minutes. Ah oui, c'est vrai. Et j'allais finir avec curricula de formation à revoir. Et puis, un problème que personne ne perçoit ou dont personne ne perçoit la gravité, redéfinir le temps scolaire. On ne peut plus aujourd'hui continuer d'envoyer nos enfants à l'école de 7h à 19h, du lundi jusqu'au vendredi pour espérer tirer le meilleur d'eux. Ce n'est pas utile. Je trouve que ce n'est pas utile. Nous gaspillons du temps à nos enfants. Commençons par revoir le temps scolaire. L'école peut commencer à 7h ou 8h et finir à 16h ou 17h maximum. Considérant que l'intervalle de 15h à 17h, ce ne serait plus des travaux intellectuels, mais des travaux manuels ou l'apprentissage d'un métier. L'apprentissage d'un métier. Qu'on revienne au schéma de l'école nouvelle, c'est-à-dire les enfants vont à l'école de 7h
jusqu'à 14h, ils font une pause. Et de 14h, non, de 13h. Vous dites des choses intéressantes, mais de 13h à 15h, on fait une pause. Et puis de 15h à 17h, on permet aux enfants d'apprendre des métiers, si bien qu'après le bac, ils seront déjà capables de faire quelque chose. Et puis, on crée les entreprises et la promotion des filières porteuses. Oui. D'emploi, d'avenir, encourager l'auto-emploi. Et puis là aussi, le crime que nous commettons, c'est quand les gens ont eu la licence, qu'on les oriente vers l'auto-emploi. Non, l'auto-emploi, c'est dès le bas âge. Il a dit, oui, c'est dès le bas âge. On ne devient pas entrepreneur un jour. On apprend à être entrepreneur. Et pour finir, les critères, pour une meilleure orientation, le premier principe, c'est de tenir compte de la passion que l'individu ou que la personne concernée a pour tel ou tel autre métier. La passion. Ensuite, les compétences. Je voudrais être médecin, mais est-ce que j'ai les aptitudes pour être médecin? Parce que c'est aussi une question d'aptitude. Est-ce que j'ai les aptitudes qu'il faut pour être médecin, pour être avocat, pour être juriste, pour être journaliste, etc. Donc, la passion, Confucius dira, choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Donc, quand tu es dans un métier que tu aimes, tu ne déploies pas de l'énergie, tu n'es pas soucieux en l'exerçant et ça peut éviter aussi le mal-être. Donc, passion, oui, je vais finir avec passion. Vous avez fini. Après la passion, il faut les compétences, Bien sûr. les besoins du marché de l'emploi, les ressources et puis des tests, comme il a dit, des tests pour que l'individu puisse confirmer si effectivement cet emploi est ce qu'il lui faut ou pas. Eddy Kamikoto, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes psychopédagogue. Vous avez tellement à dire que vous m'obligez à vous offrir prochainement un autre plateau spécial avec Dr Falonungbo pour qu'on parle strictement de l'orientation. Parce que je vois qu'il y a tellement à dire. Je rappelle, Eddy Kamikoto, que vous êtes également expert en orientation scolaire et professionnelle. Docteur, je n'ai plus le temps de vous demander votre mot de fin. En une seconde. Mais je suis très content, donc je vous dis merci. Je salue les téléspectateurs de Eden TV. Je dis merci à mon collègue Eddy. On aura certainement d'autres plateaux, comme vous l'avez dit. Absolument. On va en détail parce que c'est des choses on va le faire. La télévision, c'est le temps, la réalisation. Merci pour la clémence. Vous êtes Dr Fillon Falonungbo et vous êtes sociologue. Vous êtes spécialiste en sociologie du développement, consultant en orientation scolaire et professionnelle. Vous êtes également directeur d'un cabinet qui s'appelle Métamorphose, qui donc permet de faire... d'évaluer la capacité de se découvrir. De découvrir voilà. Merci. Son potentiel. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. 1er mai, bonne fête du travail à toutes et à tous. Merci à la réalisation avec Akilas et les autres, toute l'équipe. Le temps ne me permet plus de citer tout le monde. Et bonne fête à vous et à la prochaine. Bonne fête à tous.